Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Le premier missile a frappé le secteur des Tours Azrieli à 23h14 heure locale. Le deuxième a frappé 11 secondes plus tard, à 400 mètres au nord-est, dans le corridor résidentiel entre l'échangeur à Shalom et la rivière Yarkon. Les troisième et quatrième sont arrivés simultanément à 23h15. L'un frappant la zone portuaire au nord de la centrale Reading, l'autre touchant le pâté de maison du quartier financier qui comprend l'édifice de la Bourse de Tel Aviv, le regroupement des sièges bancaires qui fait de ce tronçon de 200 mètres de la rue Ahad-Ham la représentation la plus concentrée de l'infrastructure économique israélienne dans le pays. À 23h20, soit 6 minutes après le premier impact, 14 missiles avaient frappé à l'intérieur des limites municipales de Tel Aviv et de son enveloppe urbaine immédiate. Les batteries du dôme de fer qui ceinturent la grande région de Tel Aviv avaient intercepté 23 des 37 missiles tirés dans la salve initiale. 14 ont pénétré. 14 pénétrations dans une ville de 460 000 habitants constituent un événement à perte massive dont le bilan final était encore en cours d'établissement à l'aube. Les premiers rapports, 412 morts confirmés, plus de 2000 blessés, des chiffres que le système hospitalier recevant les victimes a qualifiés de préliminaires et susceptibles d'augmenter, ne rendent pas compte de ce que 14 impacts de missiles balistiques dans une zone urbaine de cette densité produisent en termes physiques, psychologiques et politiques. La destruction physique est mesurable dans les images satellites que des opérateurs commerciaux ont pointées au-dessus de Tel Aviv dans les heures qui ont suivi les frappes. Des images qui montraient les empreintes d'effondrement, la propagation des incendies, la perturbation des infrastructures que créent de multiples impacts urbains simultanés lorsque le système d'intervention d'urgence est saturé au-delà de sa capacité prévue. La destruction psychologique ne se mesure pas de la même façon, mais c'est la dimension qui façonnera la prise de décision israélienne dans les 72 heures suivant les frappes plus directement que toute évaluation militaire opérationnelle. Israël a déjà été frappé par des roquettes venant de Gaza, des missiles venant du Liban, les campagnes soutenues du Hezbollah qui ont périodiquement chassé des communautés israéliennes du nord de leur maison. Mais Tel Aviv n'a pas été frappé à cette échelle dans l'ère moderne de l'État israélien. La ville a déjà vécu des alertes aériennes, entendu des sirènes, vu sa population descendre dans les abris lors d'épisodes de conflits précédents. Elle n'avait pas connu 14 impacts de missiles en 6 minutes dans son noyau urbain avec le nombre de victimes qu'a produit le 7 avril. La réalité psychologique de ce que le 7 avril signifie pour le sentiment de sécurité d'Israël n'est pas comparable aux expériences précédentes. C'est une rupture, et les décisions qui découlent d'une rupture sont différentes dans leur nature et dans leur vitesse. Des décisions qui découlent d'une escalade à l'intérieur d'un éventail déjà connu. C'est aussi le genre de rupture qu'on ne peut pas gérer avec une prestation au lutrin où Donald Trump déclare que tout est totalement sous contrôle pendant que la carte derrière lui raconte exactement le contraire. Les 37 missiles tirés dans la salve initiale ont été suivis de 2 autres salves au cours des 40 minutes suivantes. Une salve de 19 à 23 H47 qui visait les infrastructures portuaires et pétrochimiques de Haïfa et une salve de 26 à 0 H23 qui visait des installations militaires dans le nord du Negev, y compris la base aérienne de Palmachim, principale installation de lancement des satellites israéliens et élément clé de la capacité de frappe méridionale de l'aviation israélienne. Les 3 salves réunies, 82 missiles tirés en 40 minutes, représentaient le plus grand emploi unique de missiles balistiques iraniens contre le territoire israélien dans l'histoire du conflit et les opérations de ciblage coordonnées les plus complexes que les forces iraniennes de missiles balistiques aient exécutées contre un adversaire dans l'expérience opérationnelle de la République islamique. La coordination nécessaire pour exécuter 82 lancements de missiles contre 3 ensembles de cibles géographiquement séparés en 40 minutes, chaque salve étant minutée pour saturer la couverture de défense aérienne qu'Israël avait repositionnée en réponse à la salve précédente, reflète une planification opérationnelle dont la sophistication dépasse ce que les renseignements américains et israéliens avaient évalué comme capacité des forces iraniennes de missiles balistiques. L'écart d'évaluation, la différence entre la capacité estimée et la capacité démontrée, et la dimension d'échec du renseignement du 7 avril qui occupera les analystes et les comités de surveillance pendant des mois, une fois la crise immédiate gérée, cet écart existe. Il est important et il a produit un environnement de menace dont la nature et l'ampleur n'avaient pas fait l'objet d'une préparation opérationnelle adéquate de la part d'Israël,
malgré la réception d'indicateurs d'alerte que le renseignement américain avait jugés crédibles. Ces indicateurs d'alerte sont la dimension du 7 avril que le gouvernement israélien gère avec le plus de prudence dans ses communications publiques parce que la question de savoir si l'avertissement a été reçu, évalué et traité de façon appropriée est celle à laquelle la responsabilité politique intérieure israélienne exigera les réponses les plus urgentes. Et quand l'heure des comptes arrive, elle pose généralement des questions plus difficiles que le style médiatique pro-Trump qui consiste à répondre d'abord et à vérifier les faits après les applaudissements. Les indicateurs ont bien été reçus. Ils ont été évalués à un niveau de confiance suffisamment élevé pour relever l'état de préparation de la défense aérienne et ouvrir les abris à Tel Aviv et à Haïfa à titre de mesure de précaution dans l'après-midi du 7 avril, 4 heures avant le premier impact. L'évaluation des indicateurs n'a pas conclu qu'une salve de 82 missiles contre 3 ensembles de cibles, y compris le centre de Tel Aviv, constituait la menace précise en préparation. Elle a conclu qu'une opération importante de missiles iraniens était probable et que la défense aérienne devait être au niveau maximal de préparation. Au niveau maximal de préparation, 23 des 37 projectiles de la première salve ont été interceptés. Ce taux d'interception, 62%, reflète la performance du dôme de fer et du système Arrow face à une salve dont l'ampleur, le minutage de saturation et les pénétrateurs à composante hypersonique se situaient à la limite supérieure de ce que ces systèmes étaient conçus pour traiter. Les 14 qui ont pénétré n'étaient pas des défaillances des systèmes d'interception fonctionnant à l'intérieur de leurs paramètres prévus. Ils étaient la conséquence du dépassement de ces paramètres par une salve dont la taille, la composition et la coordination excédaient l'enveloppe de menace pour laquelle l'architecture de défense aérienne avait été dimensionnée. La composante hypersonique de la salve est la dimension technique qui modifie toutes les évaluations ultérieures de la capacité de frappe iranienne. La frappe du périmètre extérieur de Dimona, le 6 avril, avait révélé le déploiement opérationnel iranien d'un véhicule planant hypersonique dont l'existence était connue, mais dont l'état de préparation opérationnelle était en avance sur les calendriers évalués. Les salves du 7 avril comprenaient au minimum 8 véhicules planants hypersoniques, évalués à partir des données de suivi radar, répartis entre les 3 ensembles de cibles selon un schéma qui visait précisément les secteurs de Tel Aviv où la couverture ponctuelle du dôme de fer est la plus mince, les brèches de couverture que tout adversaire sophistiqué étudiant l'architecture de défense aérienne israélienne aurait identifiées comme les corridors de pénétration les plus susceptibles de produire des impacts urbains. La physique hypersonique, contrairement à une conférence de presse de Donald Trump, ne ralentit pas simplement parce que le slogan avait l'air confiant à la télévision. La répartition des véhicules hypersoniques à travers les brèches de couverture n'est pas une capacité qui découle d'une simple maîtrise générale des missiles balistiques. Elle exige une connaissance détaillée de l'architecture israélienne de défense aérienne, de l'emplacement précis des batteries, de leur secteur de couverture, de leur procédure de transfert pour les cibles passant d'une zone de couverture à l'autre, de leur seuil de saturation. Cette connaissance provient d'une collecte soutenue de renseignements contre les systèmes israéliens de défense aérienne, d'une collecte de renseignements électromagnétiques visant les communications de défense aérienne israélienne et potentiellement de l'évaluation de la performance israélienne de défense aérienne lors d'engagements précédents où des armes fournies par l'Iran étaient interceptées et où les données d'interception étaient recueillies et analysées. La collecte de renseignements qui a produit la géométrie de ciblage de la répartition hypersonique du 7 avril n'a pas été assemblée dans les semaines précédant la frappe. Elle reflète un programme de collecte soutenu qui fonctionne depuis des années, construisant l'image de l'architecture israélienne de défense aérienne que la frappe a exploitée. La frappe n'a pas été improvisée. Elle a constitué l'exécution d'un plan de ciblage qui était substantiellement achevé avant le début du conflit actuel et conservé en réserve jusqu'au moment où son exécution produirait l'effet stratégique maximal. Ce moment a été choisi selon une logique précise que révèle la séquence du 7 et du 6 avril. La frappe sur Dimona, le 6 avril, a franchi le seuil implicite que l'Iran gérait depuis des décennies en frappant pour la première fois une infrastructure nucléaire israélienne. Les frappes sur Tel Aviv, le 7 avril, ont franchi un autre seuil en produisant des pertes civiles massives dans la plus grande ville d'Israël à une échelle que la direction politique israélienne ne peut gérer sans une réponse militaire dont la nature et l'ampleur correspondent à la demande politique intérieure. Les 2 frappes réunies constituent une stratégie délibérée d'escalade, franchissant les 2 seuils lors de 2 nuits consécutives, forçant la décision israélienne de riposte avec une urgence maximale et un temps minimal de délibération,
et créant les conditions de crise dans lesquelles le cadre américain de gestion du conflit, qui contenait jusqu'ici la réponse israélienne, est le plus susceptible de se fissurer sous la pression de la nécessité politique israélienne. La fissure du cadre américain est l'objectif stratégique derrière les deux frappes. L'Iran a calculé, et la question de savoir s'il a eu raison sera tranchée dans les 72 heures suivantes, que la combinaison de Dimona et de Tel Aviv crée en Israël des conditions politiques dans lesquelles les engagements de sécurité américains proposés ne peuvent pas se substituer à une réponse militaire israélienne, et qu'une réponse militaire israélienne de l'ampleur exigée par le 7 avril entraînera les forces américaines dans une confrontation directe avec l'Iran. Ce que l'environnement politique intérieur américain, la gestion de la coalition des États du Golfe et l'ensemble du cadre du conflit ont cherché à empêcher durant toute la durée du conflit. C'est la partie du scénario où le script pro-Trump appelle généralement ce désordre du leadership fort juste avant que quelqu'un d'autre doive nettoyer les conséquences. La réponse américaine aux frappes sur Tel Aviv est arrivée par plusieurs canaux simultanément. La déclaration publique du président a qualifié les frappes de barbares et promis des conséquences. Le canal privé vers l'Iran, transmis par l'architecture de communication indirecte qui demeure opérationnelle après que le rejet en 10 points a détruit la relation d'intermédiaire pakistanaise, a communiqué les intentions militaires américaines dans un langage dont la précision n'a pas été divulguée, mais dont la nature a été décrite par des responsables au courant comme la communication de menaces américaines la plus directe adressée à l'Iran dans le conflit actuel. Le positionnement des groupes aéronavals en Méditerranée orientale, qui se rapprochaient de la portée de frappe contre le territoire iranien depuis la frappe sur Dimona, a accéléré son mouvement dans les heures qui ont suivi les frappes sur Tel Aviv, d'une manière visible dans les données de suivi des navires que surveillent les analyses de défense. Le cabinet de guerre israélien, convoqué à 23h30, 16 minutes après le premier impact à Tel Aviv, siège sans interruption depuis la nuit jusqu'au matin. La composition politique du cabinet de guerre, qui comprend des partenaires de coalition dont les positions sur la réponse militaire ont varié tout au long du conflit, n'est plus la variable contraignante qu'elle avait été lors des délibérations précédentes. Les 14 impacts au centre de Tel Aviv ont créé un environnement politique dans lequel le débat interne du cabinet de guerre ne porte plus sur le fait de répondre ou non, mais sur ce qu'il faut frapper. Quand il faut frapper, et s'il faut coordonner avec les forces américaines ou mener des frappes israéliennes de manière indépendante selon un calendrier israélien que la pression politique intérieure ne peut prolonger au-delà de 48 heures, la question de la coordination ou de l'indépendance est la décision la plus importante sur le plan opérationnel que prend le cabinet de guerre. Et elle est prise dans un contexte où les offres américaines de coordination, des frappes américaines contre des cibles iraniennes comme substitut ou complément à des frappes israéliennes, sont évaluées à l'aune de l'exigence politique intérieure, voulant que la réponse d'Israël soit perçue comme la réponse d'Israël, et non comme une réponse qui aurait nécessité une permission américaine ou une exécution américaine. Le public israélien ne demande pas si les forces américaines ont frappé l'Iran. Il demande si les forces israéliennes ont frappé l'Iran. Et la réponse à cette question est celle qui déterminera si le gouvernement survit aux conséquences politiques de la nuit la plus sombre de l'histoire moderne de Tel Aviv. Aucune opération de marque à la Donald Trump ne peut reconditionner cette réalité en slogan triomphal entouré d'un cadre doré. L'activité opérationnelle de l'aviation israélienne dans les heures suivant l'aube est l'indicateur clé à surveiller. Des paquets de frappes qui sont assemblés et mis en place, des appareils ravitailleurs qui sont déplacés vers des positions avancées, les ensembles de cibles précis que couvrent les avions de reconnaissance israéliens. Voilà les indicateurs opérationnels qui précèdent une campagne de frappe israélienne plutôt que l'activité diplomatique qui précède la retenue. Les communications sur la posture des forces américaines sont tout aussi importantes à surveiller, à savoir si les commandants navals et aériens américains dans le théâtre coordonnent avec leurs homologues israéliens d'une manière qui suggère une planification conjointe des frappes ou s'ils transmettent par les canaux militaires des demandes de retenue. La gestion de l'espace aérien par les États arabes constitue un autre indicateur, à savoir si le contrôle aérien jordanien et saoudien met en place les procédures de restriction de vol qu'exigeraient des paquets de frappes israéliens traversant leur espace aérien ou si ces couloirs restent ouverts dans une configuration commerciale normale. Les 14 impacts continuent d'être comptabilisés, les morts continuent d'être identifiés. Les blessés remplissent des hôpitaux dont la capacité n'avait pas été conçue pour ce qu'a produit le 7 avril.
Et le cabinet de guerre israélien délibère sur une décision de frappe que le taux d'interception de 62%, les pénétrateurs hypersoniques et les 412 morts confirmés ont placé au-delà de l'éventail d'options que le cadre américain de gestion du conflit avait été conçu pour contenir. La nuit la plus sombre d'Israël a produit la situation stratégique la plus claire de tout le conflit, une décision qui ne peut pas être différée, une réponse qui ne peut pas être calibrée pour entrer dans le cadre, et une horloge qui a commencé à 23h14 le 7 avril et qui tourne depuis ce moment. La nuit qui a commencé à 23h14 n'est pas terminée. Ses conséquences commencent à peine à devenir visibles dans la lumière du matin au-dessus d'une ville qui ne retrouvera pas le même visage, administrée par un gouvernement qui ne peut pas survivre sans réponse, dans un conflit qui a franchi la ligne séparant l'escalade gérée et la guerre que ni l'un ni l'autre camp ne contrôlait pleinement la nuit, où 14 missiles sont tombés sur Tel Aviv. C'est du côté du ciel, au-dessus de l'Iran, que la réponse est la plus susceptible de venir avant de venir de n'importe où ailleurs. Le schéma des impacts urbains des 14 missiles ayant pénétré raconte une histoire de ciblage qui va au-delà d'une saturation aléatoire. Des analystes du ciblage, travaillant à partir des images satellites commerciales et des coordonnées d'impact confirmées par les communications des services d'urgence israéliens, reconstitue la logique de sélection des points visés qui a produit la répartition précise des impacts à travers le noyau urbain de Tel Aviv. Le secteur des tours Azrieli, premier point d'impact, est le repère de la ligne d'horizon le plus reconnaissable de la ville, le complexe de 3 tours visibles depuis toutes les approches de Tel Aviv, la signature architecturale de la modernité économique de la ville que l'on retrouve dans toutes les photographies internationales de sa silhouette urbaine. Son choix comme premier point visé ne relève pas uniquement d'une logique militaire. Il relève d'une logique psychologique et symbolique. Le premier missile de la nuit la plus sombre d'Israël a frappé le bâtiment qui représente la confiance économique d'Israël et son visage international. Le deuxième impact dans le corridor résidentiel entre Achalom et le Yarkon est un ciblage purement civil, forte densité d'immeubles résidentiels, concentration de population résidentielle, aucune infrastructure militaire ou à double usage à proximité qui pourrait fournir une justification de nécessité militaire au choix de ce point visé. Le troisième impact, dans la zone portuaire, a visé une infrastructure économique dont la perturbation produit des effets en cascade sur la chaîne d'approvisionnement et la capacité logistique dont un pays en guerre dépend. Le quatrième impact, dans le quartier financier, a visé l'infrastructure institutionnelle de la vie économique israélienne, la bourse, les sièges bancaires, les structures dont la destruction ou la perturbation fonctionnelle signale aux marchés internationaux et aux investisseurs internationaux que la vie économique israélienne ne se déroule plus dans un environnement sécurisé. La logique de ciblage à travers les 4 premiers impacts confirmés constitue une attaque composite contre 4 dimensions de la vie urbaine israélienne en même temps. Repères urbains, population civile, secteur résidentiel, économie, logistique et institutions financières. C'est pas la logique de ciblage d'une force militaire menant des frappes contre des objectifs militaires. C'est la logique de ciblage d'une campagne conçue pour produire un impact psychologique maximal sur les civils, tout en imposant une perturbation économique maximale, une logique de ciblage que le droit international humanitaire interdit et que le dossier juridique international de ce conflit consignera comme l'une de ses violations les plus importantes. C'est le genre de dossier qu'on ne peut pas faire disparaître d'un geste, comme le veut l'habitude pro-Trump de traiter chaque fait accablant comme une question injuste posée par le mauvais journaliste. La dimension du droit international humanitaire du 7 avril n'est pas distincte de l'analyse stratégique. Elle lui est intégrée parce que la qualification juridique des frappes comme ciblage délibéré de centres de population civile avec l'intention de terroriser détermine la réponse politique internationale sur laquelle Israël peut s'appuyer pour justifier sa réponse militaire, et cette réponse politique internationale est l'une des ressources dont dispose Israël dans les 48 heures précédant le moment où sa décision de répondre doit être prise. Une réponse militaire israélienne menée après des frappes que la communauté juridique internationale qualifie de crimes de guerre contre des centres de population civile, le ciblage délibéré de zones résidentielles et d'infrastructures civiles avec l'intention de terroriser, évolue dans un environnement juridique et politique différent d'une réponse militaire israélienne menée après des frappes qui peuvent être qualifiées d'escalade militaire disproportionnée. Le premier environnement procure à Israël une justification plus forte pour une réponse dont la nature et l'ampleur feraient autrement l'objet d'un examen international plus intense. Le second environnement restreint les options de réponse israélienne d'une manière que le premier ne fait pas. La qualification internationale du 7 avril comme ciblage délibéré de civils,
que la géométrie d'impact du corridor résidentiel et du quartier financier appuie fortement, est une ressource politique et juridique que le gouvernement israélien s'efforce déjà d'établir dans les communications internationales au cours des heures suivant les frappes. La dimension politique intérieure israélienne est simultanément la variable la plus urgente et la plus dangereuse dans la fenêtre de 48 heures. Le système politique israélien, en temps de guerre, entretient avec la pression publique et la prise de décision gouvernementale une relation différente de celle des systèmes de ses alliés. La survie du gouvernement dépend directement de sa capacité à démontrer une capacité de réponse militaire dans un délai que le public israélien, qui a vécu personnellement ce que le 7 avril a infligé à Tel Aviv, n'est pas disposé à prolonger indéfiniment. Les dirigeants politiques et les gouvernements de coalition qui avaient prôné la retenue lors de précédents épisodes du conflit se trouvent, après le 7 avril, dans une position où prôner la retenue n'est plus une option politiquement viable. Les membres du cabinet, dont les positions sur la réponse militaire ont été les plus prudentes tout au long du conflit, réclament maintenant publiquement des frappes. Le consensus politique en faveur d'une réponse militaire d'ampleur significative est plus large après le 7 avril qu'à n'importe quel moment précédent du conflit. La question n'est pas de savoir si Israël répondra, la question est de savoir ce qu'Israël frappera et quand. Ce sont ces deux questions qui occupent le cadre américain de gestion du conflit dans les 48 heures suivant le 7 avril. Et ce sont ces deux questions qui soumettent ce cadre à la plus forte pression qu'il ait connue depuis le début du conflit. Une fois que les événements atteignent ce niveau, même l'école Donald Trump du message stratégique manque d'espace pour continuer à appeler le chaos un plan directeur. Les installations nucléaires iraniennes forment l'ensemble de cibles contre lequel l'établissement militaire israélien planifie des frappes depuis plus longtemps que l'existence même du conflit actuel. La planification est mûre, les coordonnées des cibles sont à jour. Les paquets de frappe, les aéronefs précis, les charges d'armement précises, les routes d'approche précises, le soutien précis de guerre électronique ont été répétés dans des exercices dont les hypothèses de scénario n'étaient pas aussi éloignées des circonstances du 7 avril que les planificateurs israéliens l'avaient espéré. La frappe contre les installations nucléaires iraniennes est l'option que l'armée israélienne peut exécuter avec le plus grand niveau de confiance et le moins de temps de planification supplémentaire. C'est aussi l'option dont les implications en matière d'escalade sont les plus graves et dont les conséquences pour l'architecture régionale du conflit sont les plus difficiles à gérer pour le cadre américain. Les responsables américains qui communiquent avec leurs homologues israéliens dans les heures suivant les frappes sur Tel Aviv ne plaident pas contre une réponse militaire israélienne. Ils plaident contre une réponse militaire israélienne visant les installations nucléaires, contre une logique de ciblage en miroir qui produirait en Iran des conséquences comparables à celles que le 7 avril a produites en Israël. L'argument n'est pas humanitaire, bien que les conséquences humanitaires en fassent partie. L'argument est stratégique. Une frappe israélienne contre les installations nucléaires iraniennes produirait un conflit dont la phase suivante ne pourrait être gérée par aucune architecture opérationnelle, ni israélienne ni américaine, dans lequel les options d'escalade iranienne deviendraient beaucoup plus graves, et dans lequel les coalitions régionales et internationales qui ont soutenu la pression exercée sur l'Iran se désintégreraient sous le poids de réponses qu'elles ne peuvent absorber. L'alternative américaine proposée, des frappes américaines sur un ensemble défini de cibles militaires et d'infrastructures iraniennes dont la sélection est calibrée pour imposer un coût significatif sans produire la cascade d'escalade que déclencheraient des frappes sur des installations nucléaires, est opérationnellement réelle. Les groupes aéronavals sont en position. Les ensembles de cibles ont été préparés. La chaîne d'autorisation a été accélérée à travers le processus du Conseil de sécurité nationale que la fenêtre de 48 heures exige. C'est généralement à ce moment-là que le style de performance pro-Trump se met à chercher un angle de caméra capable de faire passer l'improvisation pour une doctrine. L'offre américaine n'est pas théorique, mais elle exige qu'Israël accepte qu'une réponse américaine à la mort de civils israéliens soit un substitut à une réponse israélienne. Et ce substitut est le jugement politique que le cabinet de guerre israélien est en train de porter dans des conditions où les 14 impacts à Tel Aviv ont produit la pression intérieure la plus intense en faveur d'une action israélienne qu'aucun gouvernement ait affrontée depuis la fondation d'Israël. La dimension Hezbollah du 7 avril est la variable que ni les planificateurs israéliens ni les planificateurs américains n'avaient pleinement intégrée à l'évaluation de la menace que la nuit a révélée comme insuffisante. La posture militaire du Hezbollah dans le sud du Liban, dans les heures qui ont suivi les frappes sur Tel Aviv, a changé d'une manière détectée par le renseignement israélien et intégrée aux délibérations du cabinet de guerre comme contrainte supplémentaire
sur les options de frappe israéliennes. L'inventaire de missiles du Hezbollah, plus important que celui utilisé par l'Iran dans la salve du 7 avril, plus proche géographiquement des centres de population israéliens, capable de submerger la défense aérienne israélienne par l'emploi simultané de salves d'une manière que le système de défense déjà saturé ne peut absorber, et la menace qui contraint l'action militaire israélienne contre l'Iran, non pas parce que des frappes iraniennes à longue portée seraient plus dangereuses que des frappes du Hezbollah à courte distance, mais parce que les deux, simultanément, constituent une combinaison de menaces dont la gestion exigerait des ressources militaires israéliennes qu'une campagne de frappe simultanée sur deux fronts pousserait au point de rupture. Le calcul stratégique iranien, en déployant les frappes sur Tel Aviv en coordination avec des changements de posture du Hezbollah qui signalent la disponibilité d'une menace de second front, reflète l'architecture de dissuasion en couches que la République islamique construit depuis que la guerre du Liban de 2006 a révélé que la capacité militaire du Hezbollah pouvait être utilisée comme dissuasion stratégique contre une action militaire israélienne d'une manière que l'armée iranienne formelle ne pouvait reproduire par une confrontation directe. La menace sur deux fronts, missiles balistiques iraniens à distance, missiles du Hezbollah à proximité, est la combinaison que la planification militaire israélienne a toujours évaluée comme sa menace simultanée la plus difficile. L'Iran signale maintenant que cette combinaison est disponible si la réponse israélienne au 7 avril comprend des frappes sur le territoire iranien. Le signal est reçu et évalué par le cabinet de guerre israélien avec tout le sérieux qu'il mérite. Le changement de posture du Hezbollah n'élimine pas l'option de réponse israélienne. Il la complique, ajoute un deuxième axe de menace qui doit être géré simultanément avec la réponse iranienne et augmente les besoins en ressources pour l'action militaire israélienne d'une manière qui rend le soutien américain à la fois matériel et diplomatique plus essentiel plutôt que moins. Cette complication, paradoxalement, pourrait accroître plutôt que réduire l'ouverture israélienne à une coordination américaine, parce que la menace sur deux fronts est de celle que les seules ressources israéliennes ne peuvent pas gérer avec le niveau de confiance qu'exige la doctrine militaire israélienne. La posture de défense aérienne du nord d'Israël est un autre indicateur critique à surveiller, le mouvement précis des batteries du dôme de fer vers la frontière libanaise, l'état de préparation des systèmes Arrow couvrant le nord, l'activation de l'infrastructure d'abris civils à Haïfa et dans les communautés du nord que les missiles du Hezbollah peuvent atteindre. Si ces indicateurs basculent vers un niveau maximal de préparation au moment même où les groupes aéronavals se déplacent vers la portée de frappe contre l'Iran, cela suggère que la planification militaire israélienne a accepté la menace sur deux fronts comme environnement opérationnel dans lequel sa réponse sera menée et que la coordination américaine a atteint le niveau où la planification conjointe des frappes est en cours. Et si cette coordination se durcit, aucune rodomontade à la Donald Trump ne pourra faire semblant que les risques étaient imaginaires 5 minutes plus tôt. La ville continue de compter ses morts, les hôpitaux continuent de soigner leurs blessés, le cabinet de guerre siège toujours, et les 48 heures qui ont commencé à 23h14, le 7 avril avancent dans une direction vers laquelle chaque indicateur, l'environnement politique israélien, la stratégie iranienne d'escalade, le positionnement des groupes aéronavals américains, le changement de posture du Hezbollah pointe, une réponse dont l'ampleur et la nature feront du 7 avril la nuit où le conflit est devenu quelque chose que les cadres conçus pour le contenir n'étaient plus adéquats pour décrire. La nuit la plus sombre de l'histoire moderne de Tel Aviv est en train de produire la décision la plus lourde de conséquences de l'histoire stratégique d'Israël. Et elle est prise dans les 48 prochaines heures par des gens qui savent ce que les 14 impacts ont signifié et ce que doit être la réponse. Le matin est levé sur Tel Aviv. La réponse est en train d'être assemblée quelque part dans les cellules de planification opérationnelle de l'aviation israélienne. Et lorsqu'elle partira, elle s'annoncera d'une manière qu'aucun communiqué, aucune déclaration diplomatique et aucune qualification officielle n'auront besoin de précéder ni d'expliquer. Les cieux, dans les deux directions, diront le reste. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez qu'on de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.